l'originalité, la singularité d'une parole qui est irréductible à la littérature, qui est irréductible à tout jugement. C'est une parole de miséricorde qui est plus grande que leur destin. Comme le dit le poète, je chante le chien crotté, le chien pauvre, le chien sans domicile, le chien flâneur, le chien saltimbanque, le chien dont l'instinct, comme celui du pauvre, du bohémien et de l'histrion, est merveilleusement aiguillonné par la nécessité, cette si bonne mère, cette vraie patronne des intelligences. Si nécessité il y a, c'est bien la nécessité de la parole, de donner voix à une expérience que personne ne peut épuiser. Et avec Baudelaire, Apollinaire, Raymond Queneau et Jacques Réda, la poésie citadine établit des liens que nous n'aurions pas cru possibles entre le monde historique, le monde tel qu'il se donne dans la ville, le monde le plus prosaïque, et le monde du langage, un monde qui accomplit, un langage qui devient performatif. Dire, nommer les choses dans la déambulation poétique de la ville, c'est vraiment accomplir, tisser des liens invisibles entre tous les êtres qui habitent, qui luttent, souffrent et espèrent dans la même cité, cherchant à inscrire à la fois les traces de leur passage et à réconcilier donc leur propre vision du monde avec une transcendance qui échappera, qui se dérobera toujours aux limites du langage. Voilà, merci de votre attention. Et maintenant... Voilà, maintenant, donc, nous allons passer à un temps de débat. Un temps de débat, ce débat sera interrompu, enfin, sera suivi d'un récital. Donc nous allons continuer à lire des poèmes, alors des poèmes là très différents. Donc il y aura, on va commencer par un poème taïwanais. Nous dépaysés, parce qu'on a été en ville, on ira un instant à la campagne. Alors, ce que je voulais dire, oui, c'est par rapport à la ville. Des gens comme Jacques Réda, justement, inscrivent une marche heureuse, une marche comme ça, très pleine de métaphores et de vie dans l'espace suburbain, dans les banlieues, mais c'est l'espace périurbain qui fait difficulté. Parce que c'est un entre-deux. C'est un entre-deux entre la campagne et la ville, et il n'est pas vraiment habité. C'est un lieu où il n'y a que des bretelles d'autoroute, pas de lieu où se poser, pas de lieu où méditer, contempler. Donc c'est ce lieu-là qui inquiète Jacques Réda. Donc le lieu périurbain, tandis que dans la banlieue, il y a une histoire, il y a une mémoire qui se donne à voir, tandis que dans le lieu périurbain, vous voyez, c'est vraiment le no man's land. C'est le no man's land, et ce n'est ni la campagne ni la ville. Donc c'est autant donc Réda est optimiste finalement dans la poéticisation, enfin dans l'écriture de la banlieue, autant il est inquiet de voir comme ça des lieux où il n'y a plus que des stations, où il y a un mouvement brownien qui empêche finalement la rencontre avec l'autre. Voilà, donc là, on va laisser maintenant place aux questions, et dans quelques instants, c'est bon, à Taïwan, dans quelques instants. Oui, ce qui frappe dans Jacques Réda, c'est justement sa vision de la banlieue, je dirais, d'une certaine manière. J'ai lu d'autres choses de lui, et il résonne presque plus un désert humain que ces banlieues qui sont surpeuplées. Alors il voit bien des pavillons, pour lui il ne voit personne. Donc il y a quelque chose, il a une vision qui est étrange, c'est-à-dire est-ce que sa poésie s'accroche sur le néant ou sur les articulations des
villes, comme tu le disais tout à l'heure. Moi, je suis un peu surpris. Enfin, en même temps, je dirais, on peut trouver de la poésie dans tout. Mais ça me surprend, ça. Des jardins étroits, comme il dit, c'est l'avantage sur la banlieue, il n'y en a pas à Paris, ou peu, sauf dans des lieux privilégiés, mais sinon, alors qu'il y en a beaucoup plus en banlieue, etc. Et ça ne résonne pas chez lui, enfin, ça résonne si dans sa poésie. Oui, alors justement, s'il y a une résonance formidable, c'est un grand tisseur de correspondance, Jacques Réda, hein, puisque évidemment, je dirais, le Paris des poètes, c'est souvent le centre-ville, hein, c'est le Paris des romanciers, Baudelaire, enfin Flaubert, Balzac, évidemment, c'est le centre-ville, puis la banlieue n'existe pas, évidemment. Mais je dirais sa grande force, c'est d'arriver, je dirais, à transférer une connaissance de la littérature, donc il y a beaucoup de citations, beaucoup de clins d'œil, dans des lieux comme ça dépourvus de toute symbolicité recommandable. Hein, sont de lier des terrains vagues, des friches industrielles, des ponts, comme ça, des lieux, c'est vrai, assez déserts, mais où il arrive justement à déceler plusieurs époques, hein, il arrive à déceler une mémoire justement qui est assez enfouie. Et c'est vrai que si on regarde de près l'histoire des banlieues, hein, il suffit d'aller à Agnières, enfin, il y a énormément d'histoires. Hein, et les ponts, justement, ont développé les banlieues, donc les axes de communication ont permis de développer des banlieues assez, très rapidement. Donc il est sensible à cette capacité, comme ça, de la banlieue à receler une mémoire qui est à déchiffrer. Et elle est particulièrement mise en valeur par la métaphore, et je dirais par un autre procédé rhétorique qui est l'hypallage, c'est-à-dire souvent des phénomènes extrêmement concrets hein, sont associés à une forme symbolique abstraite. C'est toujours cette façon de rendre le concret très intellectuel et une façon aussi de donner à la pensée la plus haute, maxime, méditation, une forme extrêmement triviale. Il y a une espèce de transfiguration de la trivialité qui est tout à fait magnifique, hein, qui n'est pas facile, hein, puisque ça tombe à l'eau, et c'est ça qui ressemble à du jazz. Hein, le jazz, c'est un mouvement, en particulier un mouvement de basse ambulante. Hein, c'est un mouvement comme ça avec des tons à 4 temps. Vous avez 4 temps et 4 tons, hein, donc des tons faibles et des tons forts. Et vous avez toujours comme ça des moments l'impression que ça va tomber dans la grisaille. Hein, le texte risque de mourir, hein, de s'éteindre, et tout d'un coup il ressurgit de façon formidable. Comme on l'a vu, le couchant de soleil, ou les couchers de soleil, qui est évidemment un spectacle extrêmement quotidien, très, très banal, et il arrive à en faire quelque chose de magnifique, hein, en le faisant naître comme ça d'une interrogation sur le rapport de vérité entre le nom de la ville, hein, où sont les bruyères, hein, ce qui est cette espèce d'enfance aussi, hein, l'enfance qui sait s'étonner encore des noms, hein, les noms propres, c'est important, le nom d'une ville, et il faut savoir s'en étonner. Donc il arrive comme ça à ouvrir un espace symbolique à partir de petits détails extrêmement symboliques. Voilà, donc justement, pour faire la transition avec la campagne, là, puisqu'on va lire un texte taïwanais hein, qui parle donc de la campagne, et chez Réda, donc la difficulté de l'espace périurbain par rapport au banlieue, ainsi qu'il risque de détruire la campagne. Hein. Donc on est dans un entre-deux, comme je vous disais, ce n'est ni la ville ni la campagne. Et la campagne, évidemment, offre un autre espace pour le poète, hein, et un espace aussi qui l'appelle à l'essor de l'imagination et qui lui fait, qui dilate également son désir d'absolu, qui le rend également palpable. Donc, nous allons écouter ce poème taïwanais.
notre lectrice italienne est ici. Non, tu avais dit ça, on a fait un autre. Je vais peut-être dire un petit mot d'introduction avant que Carlotta lise ce poème de Pavese, simplement pour rappeler qui est Cesare Pavese. Donc, Pavese est un poète et un romancier italien du XXe siècle, qui est né en 1908 et qui est mort en 1950, donc jeune, à 42 ans. Et ce qui jette d'ailleurs un nombre rétrospectif de son poème, c'est quelqu'un qui s'est suicidé. Donc, après avoir eu une vie marquée par des engagements politiques divers, mais aussi par une mise en prison dès 1935 par les fascistes, et ensuite une appartenance après-guerre au Parti communiste italien. À côté de cet engagement donc, social et politique prononcé, une vie personnelle très marquée par une sorte d'errance sentimentale et par une forme de frivolité. En fait, certains d'entre vous ont peut-être lu Le Bel Été, par exemple, un roman qui montre bien cette atmosphère de ces années-là. Et ou bien ceux qui ont vu, qui aiment le cinéma italien, ont peut-être vu, je sais pas moi, Femmes entre elles, par exemple, un film d'Antonioni qui montre très bien aussi cette atmosphère désenchantée, en fait, dans laquelle vivait Pavese, qui finalement nous a l'impression. Je ferai un petit commentaire sur le poème après. Lavorare stanca. Attraversare una strada per scappare di casa lo fa solo un ragazzo, ma quest'uomo che gira tutto il giorno le strade non è più un ragazzo e non scappa di casa. Ci sono d'estate pomeriggi che fino alle piazze sono vuote, distesi sotto il sole che sta per calare, e quest'uomo che giunge per un viale di inutili piante si ferma. Vale la pena essere solo per essere sempre più solo. Solamente girarle, le piazze e le strade sono vuote. Bisogna fermare una donna e parlarle e deciderla a vivere insieme. Altrimenti uno parla da solo. È per questo che a volte c'è lo sbronzo notturno che attacca discorsi e racconta i progetti di tutta la vita. Non è certo attendendo nella piazza deserta che si incontra qualcuno, ma chi gira le strade si sofferma ogni tanto. Se fossero in due, anche andando per la strada, la casa sarebbe dove c'è quella donna e varrebbe la pena. Nella notte la piazza ritorna deserta e quest'uomo che passa non vede le case tra le inutili luci, non leva più gli occhi. Sente solo il selciato che hanno fatto altri uomini dalle mani indurite, come sono le sue. Non è giusto restare sulla piazza deserta. Ci sarà certamente quella donna per strada che, pregata, vorrebbe dar mano alla casa. Merci Carlotta. Je ne sais pas si vous avez pu jeter un coup d'œil